La branche sert essentiellement, la branche sert à toutes les entreprises de la branche. Je dis bien toutes, les petites et les grandes. Les petites parce que dans le système français, c'est peut-être en train de changer avec les ordonnances, mais dans le système français, les petites entreprises ont rarement la possibilité de négocier des accords. Or, dans le droit du travail français, un certain nombre d'éléments supposent un accord d'entreprise. Et donc, les petites entreprises de la branche sont en général extrêmement satisfaites d'avoir un accord de branche qui leur permet d'éviter d'avoir elles-mêmes à négocier. D'ailleurs, comme elles ne peuvent pas le faire, ça va de soi. Et donc de respecter la loi, d'appliquer l'accord de branche qui règle leurs problèmes. Mais qui est inspiré par les grandes entreprises. Il n'est pas forcément inspiré par les grandes entreprises. L'accord de branche repose sur un certain nombre d'idées utiles au fonctionnement des entreprises en général. Les petites sont en général très satisfaites de ce qu'il y a un accord de branche qui les couvre sur les minima salariaux, sur des choses comme celle-là, et les grandes y ont une espèce de boîte à outils où elles peuvent piocher ce qui les intéresse, et par ailleurs avoir des accords d'entreprise dans les grandes entreprises où elles complètent, elles modifient quand c'est possible, elles améliorent, ou au contraire elles modifient à la baisse pour telle ou telle raison quand c'est possible, quand la loi le permet. Donc vraiment, il y a bien dissymétrie. C'est-à-dire qu'une grande entreprise, elle a plus de choix de négociation bien sûr, qu'une petite entreprise. Bien sûr, mais elle est quand même intéressée par l'accord de branche, car comme la petite entreprise, dans un certain nombre de cas, elle ne souhaite pas tellement négocier tel ou tel point. Et l'accord de branche a réglé le problème. Donc chacun y trouve son compte. La petite est couverte parce qu'elle ne peut pas faire d'accord avec des syndicats chez elle, puisqu'elle n'a pas de syndicat. Et la grande est couverte par l'accord de branche si elle le souhaite, et elle peut l'améliorer, le modifier, si elle le souhaite. Tout le monde est content. Ah, donc la branche, ça sert à ça. Oui. Mais est-ce que ça sert à réguler la concurrence? Oui, bien sûr. Pourquoi il faut réguler la concurrence? Alors, ça sert à réguler la concurrence lorsqu'elle évite que la concurrence se fasse sur des normes sociales. Alors, il y a toujours eu des entreprises qui payent mieux que les autres leurs salariés, dont les conditions de congés ou autres sont différentes, sont meilleures ou moins bonnes. La branche a le mérite de créer, dans un certain nombre de cas, je pense aux classifications, je pense aux minima. Est-ce que vous pouvez dire ce que sont les classifications? Les classifications, c'est le fait qu'à l'intérieur d'une branche, les emplois sont classifiés et permettent une progression du salarié identique en termes de délai, à ce qui se fait dans une autre entreprise. Mais c'est assez proche de l'affaire des minima salariaux. Il s'agit d'éviter qu'une entreprise paye moins qu'une autre, beaucoup moins qu'une autre, et donc fasse une concurrence sur le dos du salarié. La branche est un élément d'équilibre sur ce point et permet que toutes les entreprises soient au minimum à tel niveau de salaire ou à tel niveau de normes sociales. Est-ce que ça, c'est compatible avec la libre concurrence? Tout à fait. Tout à fait. La libre concurrence doit être organisée. Si la libre concurrence n'est pas organisée, c'est le renard dans le poulailler, comme disait je ne sais plus qui. La libre concurrence ne suppose pas qu'on fasse n'importe quoi, ne conduit pas à faire n'importe quoi. Nous sommes, j'espère, dans une situation de libre concurrence avec un certain nombre de garde-fous. C'est le capitalisme modéré, c'est l'économie de marché. Ou l'économie, je ne parle pas allemand, mais c'est la sociale Marktwirtschaft, l'économie sociale de marché, qui est probablement, à mon humble avis, le meilleur des régimes économiques. Cette idée d'économie sociale de marché, elle est un héritage de l'UIMM historique, c'est-à-dire du comité des forges? Oui, je crois. L'UIMM a été, dès son origine, c'est assez curieux puisqu'elle est souvent considérée comme archaïque et réactionnaire, mais ce n'est pas vrai du tout. L'UIMM est, dès son origine, à la pointe du progrès social. Sauf sur un point, tout à fait au départ, elle a été constituée autour de la loi sur les 8 heures.
Alors, ce n'était pas les 35 heures, mais c'était les 8 heures, et un certain nombre d'entreprises considéraient que ce n'était pas assez. Bon. En dehors de ce point particulier, 1910, vous avez eu, si je me souviens bien, les premières lois sur les retraites ouvrières et paysannes, les retraites ouvrières. La loi ROP. L'UIMM était dans le coup. 1930, vous avez eu les allocations, vous avez eu les assurances sociales, l'UIMM était dans le coup. Vous avez eu les premières allocations familiales ou la première prise en compte de la situation des familles dans beaucoup d'entreprises industrielles, notamment avec le patronat du Nord, mais aussi avec Michelin, etc. L'UIMM a joué un très grand rôle dans le progrès social. Elle a été à la pointe de la mise en œuvre de l'AGIRC et de l'ARCO, l'AGIRC en 1947 et l'ARCO en 1961. Elle a été tout à fait impliquée dans la mise en œuvre de l'UNEDIC, donc l'assurance chômage. La politique sociale de l'UIMM est une politique qui a été très, très reconnue et très respectée par les salariés. Je me souviens d'une entreprise où, ça c'était quand j'étais à l'UIMM, une entreprise qui a filialisé sa partie commerciale. Elle produisait et elle a mis la vente de ses produits dans une filiale qui, du coup, allait changer de convention collective. Elle allait aller à une convention collective du commerce, je ne sais pas laquelle, et elle quittait la convention collective de la métallurgie. Les salariés, monsieur, se sont mis en grève pour rester dans la convention collective de la métallurgie. C'est-à-dire que l'UIMM a eu, et a toujours, je crois, ce succès extraordinaire de répondre aux besoins des entreprises et aux besoins des salariés. Mais quel peut être l'intérêt des patrons à ne pas se faire concurrence sur les salaires minimums, la durée du travail? Alors, il ne faut pas dire les salaires minima. Il faut dire le salaire minima. Les salaires, les entreprises se font concurrence sur les salaires. Il y en a qui payent mieux que d'autres pour des raisons diverses qui peuvent tenir d'ailleurs tout simplement à leur état de santé. Les salaires minima, c'est très particulier. On n'a pas le droit de payer moins cher un ouvrier de base, un cadre, etc., dans l'entreprise A par rapport à l'entreprise B. Ce qui évite la concurrence à la baisse. Ce qui évite que les coûts salariaux d'une entreprise tombent tellement qu'elle en vient à avoir des produits. Alors ça dépend évidemment du pourcentage que représente le coût du travail dans la fabrication de son produit. Mais on peut arriver à des situations où on baisse tellement le coût du travail s'il n'y a aucun garde-fou, que je vais concurrencer une autre entreprise qui, elle, paye normalement son personnel et qui va trouver un produit moins cher que le sien parce que l'entreprise A aura pulvérisé le plancher des salaires. En quoi est-ce choquant? De pulvériser le plancher des salaires? Oui. Mais parce que ça consiste à ce moment-là à faire concurrence entre les hommes. Et dans l'économie que les Allemands appellent, et que j'appelle l'économie sociale de marché, on respecte les hommes. Et on ne fait pas de libre concurrence dans n'importe quelle condition. Je crois que c'est assez sain. Comment vous avez vécu l'arrivée du travail détaché et comment vous percevez les délocalisations qui sont une façon de faire concurrence entre les hommes? Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a le travail détaché et les délocalisations. Le travail détaché, il est parfaitement anormal qu'on puisse envoyer du reste de l'Europe, où il n'y a pratiquement pas de cotisation sociale, pour l'employeur en tout cas, envoyer quelqu'un en France, le faire travailler sur un chantier, le payer au prix français, parce que quand on ne paye pas au prix français, on ne respecte pas le SMIC, le salaire minimum de la branche, etc. Ça, c'est parfaitement anormal. Mais le payer au prix français, mais ne pas avoir les charges sociales françaises, puisque la personne en question vient d'un pays de l'Est quelconque. Ça, ce n'est pas normal. Et entre cette directive des travailleurs détachés, je ne comprends pas comment elle a pu être adoptée à Bruxelles sur la base du fait que les cotisations sociales employeurs seraient celles du pays d'origine et non pas celles du pays de détachement. Et j'espère bien que les négociations en cours vont revenir là-dessus. Les délocalisations, c'est autre chose. Les délocalisations, elles tiennent beaucoup